Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici avec nous? Comment tu t'es retrouvé dans Drag Race? Je ne pouvais pas refuser, dans la mesure où, comment dire, moi je suis papa de 2 enfants, de 2 garçons. Et je me devais d'une certaine manière de leur montrer l'exemple en fait. De leur montrer ce que c'est d'être inclusif, ce que c'est l'acceptation. Mais je le fais pas uniquement pour l'acceptation des autres, je le fais aussi pour l'acceptation de moi-même. Sarah Forever et Divina Forever. Divina, elle est très contente, elle est démente. Magnifique. Beauté. Elle s'empare complètement du personnage. Elle en fait encore plus que ce que moi j'attendais. Je me sens portée. Elles sont devenues plus que des amies, des marsipulamies. Alors, hello les amis, je suis avec Francis et on est sur l'épisode numéro 3 ou 4 de Sandec. Et Francis va nous raconter son épopée. Donc Francis, quand je t'ai connu, t'as été mon musicien. Pianiste. Sur mon pianiste, sur mon premier set acoustique. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un. À Paris À Paris. Voilà. À Paris. Et en fait, quand je t'ai rencontré, j'ai vu un homme très sympathique, etc., mais plutôt réservé, effacé. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait une petite fougue en toi. Enfin, quand tu jouais au piano, on voyait que parfois tu pouvais partir dans des petits délires et tout. Et quand je suis rentrée de Los Angeles, là, je suis tombée sur tes posts, etc. Et j'ai découvert une toute autre facette de toi. C'était l'opposé de ce que tu m'avais montré, de ce que je connaissais de toi, mais en même temps, ça me semble être une évidence aussi, je sais pas comment t'expliquer. Et du coup, je me suis dit, on va aller interroger Francis, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Quel basculement depuis ces quelques années. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et... C'était en 2020 ou 2021 2021, je crois. C'était 2021, juste à la sortie du confinement. Ouais. Moi, c'était, mais je pense pour beaucoup, c'était la sortie vraiment. Les musiciens avec qui on t'avait accompagné, moi, c'était mon premier concert après confinement. Ouais. Donc c'était vraiment, on sortait d'une vague un petit peu, tout le monde l'a vécu, une vague un peu spéciale, et c'était, ça faisait du bien de se retrouver sur scène. Et il y avait tout ça qui était emmagasiné, et puis c'est la période aussi des grandes remises en question, et pas que pour moi, mais pour beaucoup de personnes derrière ça. Donc, Mais alors attends, on va commencer avec le début, ton background. Donc, tu as été élevé dans quel milieu culturel, familial Alors, univers familial très simple, mais très ouvert à la culture. C'est-à-dire que mes parents avaient l'oreille musicale, mais pas forcément musiciens. J'ai une tante qui est peintre, donc on était tout le temps baignés là-dedans. Ma mère avait travaillé au musée du Louvre, elle avait rencontré mon père là-bas. Donc il y avait vraiment cette envie de nous faire apprendre la culture, et notre éducation est venue aussi par rapport à ça. Donc c'est-à-dire qu'eux ont géré notre éducation sur la culture, pas forcément sur l'école, puisqu'on n'était pas forcément très fort à l'école. Moi j'arrivais à m'en sortir de justesse pour passer là où il fallait et quand il fallait, mais c'est la culture qui nous a élevés. Et ça, c'est grâce à nos parents qui nous ont apporté tout ça. D'accord. Donc intérêt culturel, je sors de mon bac, je décide d'aller faire histoire de l'art et archéo. Complètement pas du tout artistique, et j'ai des copains qui partent dans les branches artistiques. Là-dedans, dans ce milieu d'histoire de l'art, je rencontre plein de gens de différents horizons, dont quelques amis artistes qui ensuite vont me suivre tout le long de ma carrière, et c'est eux qui vont, on va dire, engager la chose la première fois. Donc moi j'avais déjà fait de la musique, conservatoire, depuis l'âge de 4 ans, en pianiste. Donc piano à fond, et j'étais amoureux de la musique. À l'âge de 14-15 ans, je composais mes premiers morceaux, de niveau 14-15 ans, on n'est pas, j'étais pas Mozart non plus, tu vois. Mais cette envie toujours de créer, tu vois, une appétence pour créer, pour faire des choses. Et je sentais que l'histoire de l'art, c'était juste, on va dire, la petite pilule à faire passer pour rassurer aussi mes parents, qui voulaient un cadre de mon côté, que j'ai un boulot, que j'ai... Enfin, le schéma traditionnel, femme, enfant, le pavillon, le chien. Puis à cette époque-là, on ne parlait pas autant des sujets de genre, de... Tout à fait. C'était pas aussi... Et donc, élevé là-dedans, et avec comme passion sportive le rugby. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que ça va suivre après dans la suite de l'histoire. Et comme passion, le rugby, c'était... mon père nous a baigné dedans, c'était sa manière à lui d'apporter ce testostérone, ce côté masculin. Voilà. Sachant qu'on était 3 garçons, donc ma mère avait fort à faire.
Ouais. Et comment dire, donc je sors d'histoire de l'art et là, je décide de me lancer dans l'art, mais j'étais pas tellement sûr de moi. Et il y a un copain qui lui va le faire. On part quelques mois aux États-Unis, on revient, on travaille de petits boulots. Et moi, en fait, Tu pars aux États-Unis? bah donc à Los Angeles, voilà. Après, je décide avec mon argent de faire tout le tour des États-Unis en bus. C'était affreux. 49 heures de bus. Enfin, j'ai vécu des trucs de dingue. Attends, t'avais quel âge? J'avais 24-25 ans. D'accord. Ah, voilà. Et en fait, après ça, les potes qui veulent aller dans l'art partent dans l'art. Et moi, je ne sais pas ce qui me retient. Je fais quelques concerts, hein, mais je retiens et je continue de partir dans ce mouvement que mes parents m'avaient demandé d'aller. Ah, ceux qui t'avaient demandé vraiment de continuer, ouais. voilà, et me disent, écoute François, ce serait bien que tu continues. Et puis moi, je suis. Je leur dis, vous avez raison. Et donc, je suis parti sur un master qui m'a permis après de bénéficier d'un très bon boulot. J'étais directeur d'une école de musique et en même temps directeur de la culture et de la communication dans des petites mairies de banlieue. J'étais du côté de la plaine de Versailles. Ouais. Et j'ai gravitationné pendant 10 ans autour de ça. Et de temps en temps, grâce à mes amis artistes, je faisais un peu de scène, un petit peu de choses à droite à gauche. Ouais. Je faisais de piano, j'accompagnais. Et un jour, je décide de changer de boulot. Je décide d'aller habiter à Antony. Changement radical de vie, de boulot, avec ma femme, avec un enfant. Il y a un deuxième qui va être en route après, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là, même si on avait envie. Et je pars, et au moment où je fais dans ce nouveau boulot, en directeur adjoint à la culture dans une mairie, je me dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je me sens pas bien, j'entame des premiers sets, le confinement arrive. Ouais. Ça a relevé encore plein d'interrogations, j'ai passé moi un confinement de rêve. C'est vrai. J'étais occupé qu'à ma musique. Ouais. Derrière, j'avais mon salaire qui tombait et je faisais mon boulot de com et de culture, mais comme mon école de musique était fermée, il n'y avait pas besoin de gérer à part quelques mails par jour. Il y avait juste besoin de faire un stand-by, on va dire, le temps que ça se Donc pendant un mois, j'étais juste avec moi, ma musique, mes passions, ma créativité, etc. Et qu'est-ce que ça a remué comme question chez toi? Est-ce que je suis à ma place? Et est-ce que j'ai pas beaucoup mieux à faire ailleurs? Et dès que je jouais sur scène, on était à me dire, mais François, tu as les capacités d'aller plus loin dans ce métier-là. Ouais. Il y en a qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Moi, j'en avais les capacités, l'envie et l'énergie. J'avais pris des cours de théâtre avant avec des amis, mais je savais pas. Tout ça, oui, j'avais pris des cours de théâtre. Où ça Laurent Cochet. D'accord. Les cours Cochet, qui m'avaient beaucoup plu. Ouais. Mais voilà, pour différentes raisons, j'ai arrêté. Je ne les citerai pas là. Et c'est théâtre ou cinéma? C'est théâtre pur. Théâtre pur. Mais ça me plaisait, j'adorais être sur scène, j'ai toujours aimé être sur scène. Et donc, il y a ça. Et après le confinement, je me dis, allez, lance-toi. À ce moment-là, chose qui arrive, tu me contactes, tu me demandes de t'aider à participer, donc ça tombe vraiment là. Après, juste à côté, j'ai un gars qui me dit, François, j'ouvre un bar, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la scène là-dessus. Donc je repars sur trois scènes par semaine pendant 6 mois dans ce bar. Donc je faisais mon boulot. Je terminais mon boulot, ça pouvait être des fois du 45 heures à 50 heures sur les moments de rush par semaine. J'allais sur les concerts et j'avais mes 2 enfants, parce que le deuxième était né pendant le confinement. Donc j'avais tout ça à gérer. Et le premier, il avait quel âge? Il avait 4 ans. 4 ans, 5 ans. Okay. Et là, je me dis, ok, je sais que je vais aller là-dedans, mais comment je vais faire pour? Et au fur et à mesure, je sentais la pression monter. Puis un jour, j'ai posé ma démission, je ne pouvais pas faire autrement, on m'avait interdit de partir à l'amiable. Donc j'ai posé ma démission, j'ai demandé à ma femme d'assurer le salaire et j'ai dit, écoute, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à me suivre? C'était un moment difficile, je lui ai dit, est-ce que tu es prête à me suivre, à ce qu'on y aille tous les deux? Et moi je t'assure que sur les 1 an, je ne retrouverai pas forcément les mêmes salaires, mais en tout cas je retrouverai un équilibre financier qui nous permettra de vivre sereinement. Normalement, et puis d'avoir un équilibre psychologique. Moi je l'aurai après derrière, et elle l'a senti, de toute façon l'équilibre psychologique il est venu peu de temps après, même si ça a mis du temps, ça faisait quand même 10 ans que j'étais en tant que directeur dans ces métiers-là administratifs. Et en fait, qu'est-ce qui t'énervait? Dans quoi t'étais pas heureux en fait? Tu t'es jamais senti à ta place ou au début ça allait puis petit à petit En fait, moi je suis, et aujourd'hui je peux le dire avec 10 ans d'expérience, de ces managers qui peuvent pas gérer plus de 15 personnes dans la mesure où je suis très humain, très à l'écoute. Chacun décide de son management. Moi, je n'avais pas envie d'être... J'en ai connu des gens qui géraient 100, 200 personnes, des amis qui avaient pris des hautes responsabilités et qui aimaient ça.
mais qui devait être à un moment donné direct, et quel que soit le background de la personne avec qui il travaillait, et à un moment donné, c'est, bah écoute, voilà, gère-toi, moi je peux pas te gérer, j'ai 300 personnes derrière, ou des fois j'ai connu des gens avec 4000 personnes à gérer, tu vois. Donc on peut pas. Et moi j'avais besoin de ce côté humain. J'avais besoin de me sentir proche de mes collaborateurs, de dire à ma secrétaire, comment dire, tu n'es pas ma secrétaire, tu es une collègue qui travaille avec moi, et ensemble on doit faire un travail commun qui nous permette d'avancer. Et derrière, moi je te promets de me batailler pour, si ton travail est fait au mieux, un meilleur salaire, une meilleure situation, enfin tout ce genre de choses. Et moi je me battrais pour ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans l'incapacité de me battre avec ces armes-là. Parce que j'avais des gens qui donnaient tout, et contrairement à ce qu'on peut penser dans la fonction publique, il y a beaucoup de gens qui se battent aussi pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour les administrés, pour les gens qui habitent les villes pour lesquelles on travaille. Et je voyais cette énergie folle donnée, folle. Et moi derrière qui essayais de me batailler pour leurs droits, pour des petites récompenses, on va dire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que... Et j'y arrivais pas, et puis à un moment donné, ça m'est retombé dessus. C'est-à-dire que dès que je demandais des petites choses, moi aussi, pour alléger un petit peu mon travail, sachant que je suis pas payé pour souffrir, quoi. Oui, non. Et puis je te connais, tu es quand même un bosseur. Moi, je m'étais donné à fond. Et... pour que tu demandes un allègement, c'est que vraiment, faut y aller fort, quoi. Bah, c'est ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, si j'ai même pas ça, alors que je compte pas mes heures, que je reviens tard, que j'ai même pas de temps avec mes enfants, hein, tu vois, je vais chercher mes enfants à la sortie de l'école. L'école ferme à 19h, à 19h05, j'étais devant l'école. Donc t'en profites de quoi? Le gamin, il se couche à 20h, 20h30, 21h au plus tard, mais t'as profité de quoi? Tu l'as fait à manger, on a discuté, on a sorti 3 mots, t'es crevé, tu vas te coucher, puis le lendemain, tu travailles à 6h. C'est ça. Et t'es reparti, quoi. Donc, sans compter les concerts que je faisais en plus à ce moment-là. Donc là, j'ai dit stop, on arrête, on démarre, et j'ai redémarré ma vie à zéro. J'ai donné quelques cours de musique, j'ai fait quelques prestats, j'ai passé des castings, j'ai pu bosser pour Disney en tant que comédien, j'ai pu bosser, je bosse toujours, mais pour quelques contrats, tu vois, occasionnels dans l'année. Et voilà, je me suis créé mon réseau, et ce aussi grâce aux personnes avec qui j'avais beaucoup travaillé, des copains, qui eux étaient comédiens, artistes, et que j'avais essayé d'accompagner en tant que directeur de la culture ou adjoint à la culture dans certaines villes. J'ai essayé de proposer leur spectacle. Donc en fait, j'étais toujours en lien avec un petit circuit de copains, de copines. Et en fait, dès qu'il y a eu besoin, l'un plus que d'autres, et il saura se reconnaître, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup apporté. C'est comme ça que tu as rencontré Sarah Forever, etc. Alors pas du tout, pas du tout, ça c'est une autre histoire, mais qui est parallèle à ça. Et donc ça arrive, et voilà, et en continu de tout ça, j'avais toujours ma passion pour le rugby. C'est-à-dire que j'ai toujours fait du rugby, j'ai toujours aimé le rugby, j'ai jamais vraiment arrêté, si j'ai arrêté 3 ans pour blessure. Qu'est-ce que tu t'étais fait? Déplacement des côtes et des cartilages sur un plaquage en demi-finale du championnat Île-de-France face au Stade Français quand j'avais 17 ans. Et j'ai dû m'arrêter. Là, je jouais au Racing Club de France. J'avais appris le rugby là. J'étais en école de rugby. Après, je suis parti. Après cette blessure, j'ai voulu absolument reprendre. J'avais fait kiné. J'avais fait une année au Racing. Enfin, c'était un gros complexe. Donc, on avait beaucoup de choses pour nous. Mais ça ne se résorbait pas. La blessure ne se résorbait pas. Donc, il me fallait vraiment un temps de pause. Après, j'ai repris en universitaire pendant mes années d'histoire de l'art. Et là aussi, ça a bien marché, mais j'avais pas le temps avec mes études, ça tombait jamais comme il faut. Les matchs, c'était souvent l'après-midi quand tu as des cours. C'est hyper prenant, hyper prenant. Et après, j'ai retrouvé, en fait, ce qui est assez drôle, c'est aujourd'hui, c'est le parrain d'un de mes enfants. Un copain m'a dit, écoute, choisis le sport, je choisis le club. D'accord. J'ai dit, écoute, ok. Et il choisit comme club le premier club de rugby gay-friendly de France. D'accord. Le coq festif. Alors non, justement. C'était pas ça? Non, c'était les gaillards. Les gaillards. Les coqs et les gaillards sont très liés. C'est les mêmes entités à la base, mais ils se sont séparés pour des histoires qui ne nous concernent aujourd'hui plus aucune des deux équipes, hein, mais c'était il y a bientôt 20 ans, quoi. Et comment dire, donc moi j'arrive chez les gaillards et je trouve une famille rugby qui s'est étendue après avec les coqs. Donc ça, t'arrives à quel âge chez les gaillards? J'arrive, j'étais en période de fac, donc je devais avoir allez, j'étais en master, je devais avoir 24 ans. 24-25 ans, c'était... Enfin, je dis ça, je vais faire mauvais dans mes calculs. C'était en 2008, exactement, en 2008 plus précisément. Et donc je vais là-dedans, je trouve une famille, je trouve des gens avec qui parler, je trouve d'autres équipes qui se sont créées au fur et à mesure tout autour de la France. Aujourd'hui, il y a 4 équipes gay-friendly de rugby en France. 4, je dirais même 5, on va dire, parce que, voilà.
on va dire 5. Ouais. Et comment dire, sur les 5, il y a 2 équipes à Paris. Et D'accord. ces 2 équipes, j'ai toujours été très proche, aussi bien des Gaillards au début et des Coqs par la suite. Et même quand j'étais chez les Gaillards, je voulais qu'on soit proche des Coqs parce que j'avais ce besoin de rassembler. Ça vient de ça vient de mon côté directeur, rassembleur, etc. J'avais besoin de rassembler, donc j'ai monté les échelons. Et tout ça, ça a formé une grande famille. J'ai eu des grandes amitiés, des beaux combats de sport. Et avec l'arrivée de mon premier enfant, j'ai un peu lâché le pied. Et puis il y avait des choses qui se passaient au sein du club qui ne me convenaient plus. Ouais. Donc, et les Coqs sont venus me voir en me disant, écoute, viens, tu vois. Enfin, j'étais proche d'eux. Et ton pote, il est reparti avec toi dans l'autre club ou il est resté? Non, lui, il est resté. Il est Ouais. devenu président du club des D'accord, Gaillards. ah oui. Après, Ok. il est devenu président. On est Ouais. toujours restés proches. Et moi, je Ouais. suis allé chez les Coqs. Et les Coqs, c'est une famille. Enfin, aujourd'hui, j'ai toujours pas quitté. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai toujours pas quitté. J'ai du mal, tu vois. Je me dis physiquement, il faut que j'arrête le rugby, mais il y a, tu vois, aujourd'hui, j'ai été beaucoup moins présent cette année dû à mon activité artistique au rugby. Je me dis, bon, c'est le moment de quitter, mais j'ai un attachement profond. Et puis les Coqs aujourd'hui reflètent exactement l'image que moi je veux du rugby, mais pas que du rugby, de l'inclusivité. Ouais. Voilà. Et c'est quoi pour toi l'inclusivité? L'inclusivité, c'est quand j'arrive au club, en fait, personne ne me pose la question de qui, quoi, comment, qu'est-ce. En soirée, bien entendu, on se marre, on sait qui fait quoi, comment, etc. Mais sorti des soirées un peu arrosées, il n'y a pas de questions gênantes, il n'y a pas de regard mauvais, il y a mal placé, il n'y a pas de concurrence. Il y en a toujours un petit peu dans le rugby parce que ça reste du combat, mais justement, il faut, pour pallier à ça, au combat dans le match, il faut pouvoir, en dehors du match, trouver saine, quoi. Une compétition saine, il faut trouver des gens sains. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que des gens sains, même quand les potes, et comme récemment, certains s'énervent sur le terrain, on le voit, je sais qu'en dehors du terrain, c'est des amours, c'est des mecs en or, c'est chacun avec son passé, chacun avec son histoire, et en fait, je m'en fous de savoir qui est hétéro, qui est gay, qui est trans, qui n'est pas trop. Mais ça t'ouvre quand même à de nouvelles histoires et tu découvres quand même un autre monde et ça t'ouvre des portes quand même. C'est ça. Alors, ça a ouvert d'autres portes. Qu'est-ce qui a amené? C'est-à-dire que dès que je décide d'arrêter ma carrière de directeur d'établissement culturel, 4 mois après, donc je vais aux quelques entraînements du début d'année, puis après j'arrête parce qu'il y a des contrats qui arrivent, j'ai du mal à gérer, les 2 enfants sont là, dont un qui est tout petit à ce moment-là, donc c'est un petit peu compliqué, donc il faut que je trouve aussi du temps pour tout ça, pour la famille, pour me reconstruire. Et au mois de janvier, je reçois un appel du président de mon club qui me dit « Écoute François, on a besoin de toi pour une émission télé. » Je fais « Ah bon, c'est quoi ?» Il me dit « Ce serait Drag Race France. » Est-ce que tu avais commencé déjà à t'habiller, etc., à te travestir, à faire des soirées Pour être sincère, club de rugby gay-friendly depuis 2008, bien sûr qu'on a fait les soirées arrosées avec des perruques, avec des trucs, mais ça n'a jamais été à un niveau de drague. J'ai des copains qui ont fait du drag derrière. Qui sont allés un peu plus loin. Mais moi, j'ai toujours voulu regarder ça, on va dire, d'un regard contemplatif. Je me suis jamais posé la question au début. J'aimais beaucoup, j'adore me déguiser. J'aime pas la comédie pour rien, tu vois. J'aime me déguiser, j'ai toujours aimé, quand j'étais gamin, mes parents m'ont rappelé que j'aimais sortir avec toutes sortes d'habits, aussi bien de mon père que de ma mère, que je voyais pas le côté sexualisé derrière. Et donc c'est pour ça le drag m'a toujours intéressé, m'a toujours plu, mais je me suis toujours senti en incapacité de le faire. C'est surtout ça. Je comprends. Donc je le faisais pour m'amuser, les talons, tout ça, c'était marrant. D'ailleurs, j'ai testé une fois les talons, détruit les trucs, donc c'est marré. Je suis même parti en acheter avec des copains à un moment donné. Je les ai jamais vraiment reportés, je les ai plutôt prêtés à d'autres potes que je les ai portés moi-même. Donc voilà, donc en fait arrive ce moment-là et je me dis ok, let's go. Et là, le président me propose la demi-finale, enfin, je savais pas que c'était la demi-finale, mais de participer à l'épisode. Je dis, banco, vas-y, let's go. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant le confinement, j'avais regardé, sans savoir, tous les épisodes de RuPaul Drag Race. D'accord. Pendant le confinement, j'avais découvert ce mouvement et j'avais regardé 12 saisons, 11 ou 12 saisons d'affilée.
Pendant tout Mais le confinement. avant le confinement, tu t'avais jamais regardé ça? Non, pour moi... Ça te trottait pas dans la tête? Non, D'accord. je savais qu'il y avait le drag explosait en Angleterre parce que Ouais. j'avais fait quelques soirées à Londres avec des copains du rugby, parce qu'il y a une très bonne équipe de rugby à Londres aussi, d'ailleurs la première au monde qui a Ouais. été créée, c'était à Londres. Donc je vais voir les copains là-bas, on fait des soirées, je vois du drag, je trouve ça incroyable, les mecs maîtrisent, enfin Ouais. c'est du vrai art potentiel. Donc, même moi, j'ai jamais sexualisé ça en fait. Pour moi, j'ai toujours vu des artistes sur Ouais, scène. bien sûr. Et comment dire, Harris. Et donc, au moment où on me propose ça, je me dis, let's go Banco. Je suis devenu fan de RuPaul Drag Race. J'avais regardé toute la saison 1 de Drag Race France. Ouais. Et dans la discussion avec les copains du rugby, parce qu'on se retrouve à faire une discussion privée pour préparer l'événement, je me retrouve avec un autre copain hétéro qui lui aussi ultra fan de tout ça. Donc on se retrouve dans une sorte de petits trucs et on se retrouve lancé là-dedans sans trop savoir ce qui allait nous arriver. Et c'était qui ton copain du coup avec qui tu t'es- Florent qui est aussi dans l'épisode, Ok, qui ouais. est passé, qui a été avec Pounani. Ok. Voilà, et Florent, gros fan. Bon, après, j'ai deux autres copains qui sont venus. Enfin, on était 4, plus une personne qui n'était pas des coqs. Enfin, voilà. Ok. Mais qui est aussi un bon rugbyman. On l'a bien vu, pas Ouais. forcément sur le terrain, mais on l'a bien vu Ouais. bien maîtriser son ballon et on savait qu'il avait du Ouais. bon niveau. Et donc, on se retrouve plongé dans cette aventure. Et à partir de ce moment-là, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Comment ça va se passer, etc. On reçoit juste 2-3 coups de téléphone. Ouais. On nous dit de venir à telle heure avec des habits de rugby. On demande si on peut porter les maillots de l'équipe. Non, il faut que ce soit diversifié. Donc on porte tous les maillots, des maillots de rugby, des trucs Ok. comme ça. Ouais. Et on ne sait pas qui on va avoir en face de nous. On ne sait pas quel épisode on tourne. D'accord. Les dragues ne savent pas qui y a de l'autre côté. La seule personne qu'on croise, c'est dans les loges. On croit c'est Lolita. La Lolita, juste avant en fait, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait fait le matin en tournage avant. D'ailleurs, Lolita Banana. Lolita Ouais. Banana. Et en fait, on se retrouve avec elle. Donc je dis, oh génial, elle fait partie de la saison 1, qu'est-ce qu'elle fout là, Ouais. tu vois, mais on se pose pas de plus de questions. Ouais. Et sans make-up, sans rien. Bon les mecs, mettez-vous derrière le studio. Et là, allez, 3, 2, 1, vous avez chacun un ballon. Ah ouais. Vous rentrez. Et là, on fait, ok, on rentre. Et là, Et tu t'es préparé Ouais. à rien. rien. Et Ah, là, on c'est arrive dingue. et on défile C'est dingue. sur le truc. Et là, on voit toutes les queens devant nous, celles qui restent. Moi, j'étais encore sur RuPaul Drag Race, j'étais sur Drag Race France. Je compte quand il y a des queens pour savoir quel épisode on est. tu vois. C'est ça. Quel épisode on est 4, on est quoi, le quart de finale? Alors moi, dans ma tête, on était sûr on était en quart de finale. Je savais pas qu'on allait être en demi. Je l'ai appris après pendant le tournage qu'on était en demi avec les queens. Mais sur le moment, je dis ok, quart de finale. Donc là, on nous présente et Mamuwata nous dispatche un petit peu dans chaque équipe. Et là, je rencontre Sarah Forever. Et je découvre une artiste incroyable, Et elle me dit peu de choses. En Ouais. même temps, elle est très bienveillante. Mhm. C'est quelqu'un d'extrêmement discret. Elle a été par la suite, mais d'une richesse incroyable et d'un talent incroyable. Moi, j'ai été bluffé par ce qu'elle dégageait. Ah, moi aussi, j'étais bluffée par ce que tu dégageais. Du coup. Oui, la télé fait bien les choses. Comment dire et donc, je pars là-dessus et l'épisode se passe, on fait les make-up, on fait tout ça. Tu te doutais que tu allais devoir te travestir ou pas Oui, du si, tout? on Ouais, savait. c'est- En étant dans Drag Race, on savait qu'on Ouais, savait on qu'on allait savait faire le comme- makeover, on savait qu'on allait être travesti. Mais pas Moi, avec je ne qui savais et pas tout. avec qui, Ouais. comment est-ce que ça allait donner. Mhm. Parce que moi, j'ai vu des épisodes dans RuPaul, c'était Oui, catastrophique. oui, Je on me est suis dit, d'accord. oh là 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 Ouais, là là là. ouais. Et là, tu vois, je sens un peu de tension. Je ne dirais pas qui, quoi, comment, mais je sens un peu de tension chez certains potes de rugby là, qui étaient là sur les tables. Il y en a un qui dit, bon, bah, bouge-toi, à une des queens, parce que là, c'est ouf, c'est pas terrible. Tu vois. Et là, gros, donc là, on met un peu la pression. Ouais. Après, on est dans un cadre, tu sais, il y a 3-4 caméras au-dessus, 5-6 caméras sur les Ouais, hyper côtés. stressful, Donc, quoi. plein Hyper de stressant. lumière, tu vois, Ouais. t'as le triple de lumière que t'as là, tu vois. Ouais. Et t'es dessus. Donc Heureusement, c'était avec une grosse habituée. Ouais. Bah, c'est pour ça. Ouais. Comment dire, et là, on se retrouve plongé là-dedans et je trouve l'expérience formidable. Je me laisse aller et je me dis, ça a duré le tournage quand même 2 jours, Ok. une journée et demie en tout. C'est-à-dire que le soir, moi, j'ai pu revenir chez moi avec 1 ou 2 infos de ce que voulait Sarah. Ok. Je ne connaissais rien, et pardon pour ce sacrilège, je ne connaissais rien sur Absolutely Fabulous. Je me suis fait engueuler par ma femme quand je lui ai dit Ah ouais je vais jouer une des personnages d'Absolutely Fabulous. Ah. Et donc j'ai regardé un épisode le soir en me disant, parce qu'à la base je devais être la rousse D'accord. et Sarah la blonde. Et le lendemain, Sarah me dit non, tu seras la blonde. Ok, changement radical, on change tout, on s'habille. Là, ça a Ouais. été un moment de rush. Les queens, elles ont bavé. C'est des journées pour elles, mais elles sont à la fin d'un tournage qui a duré
plus de 2 semaines. Elles sont des fois sur des journées où elles ne dorment pas de la nuit. Ouais. Pour certaines, elles font leur costume jusqu'à la fin de la nuit pour être sûr que ça rentre bien. Parce que quand tu reçois la personne, tu fais aussi tes mensurations. Parce que certaines n'avaient pas forcément préparé de costume comme Sarah, adapté à toutes les morphologies. Tu veux dire que Sarah, elle a aussi préparé ton costume, etc. En avance, c'était déjà préparé d'ailleurs, parce que tous les costumes qu'elles font et qu'elles montrent sur scène sont des costumes soit qu'elles font, soit faits par d'autres personnes. Donc en fait, être drague, c'est ça que j'ai aussi appris. C'est un métier qui représente d'autres métiers. Aussi bien les perruques, la couture, donc costumes, perruques, make-up, parce que certaines queens font très bien leur make-up, mais aussi sur des événements importants font faire leur make-up par d'autres professionnels pour éviter justement d'avoir trop à courir et de pouvoir se concentrer sur leur show. Et après, sans compter tous les autres talents que ça demande, la danse, le chant, pour celles qui veulent chanter, la danse pour celles qui veulent danser, enfin tu vois, voilà, le métier. Puis il y en a d'autres qui jonglent. Et tu sais combien de temps à l'avance elles préparent les costumes? Je crois qu'il y a un petit délai, à peine d'un mois. On leur donne le storytelling pendant un mois et elles doivent se démerder. Je crois que c'est peut-être un peu plus, mais je ne suis pas certain. Donc le timing est très court. Donc là, il faut faire appel pas qu'à ses talents à soi, parce que je peux t'assurer que j'en connais certaines copines très bonnes couturières. Elles font pas par exemple 16 costumes, parce qu'il faut imaginer quand même 16 costumes, à peu près de défilés. Pour une saison, avec le risque en plus que tu sois éliminé dès le premier. C'est ça, ouais, en plus, c'est chaud. Mais c'est pour ça, on les voit le faire. Alors du coup, elles le font avant, mais elles font une partie avant et une partie pendant. Une partie avant, après je sais pas, peut-être pendant, elles se font livrer leurs perruques par des copines qui finissent le temps du tournage. Je sais pas comment en tout cas, toi, ta robe était prête. Ma robe était prête. Noire, la magnifique. Voilà. Et ça, c'était formidable. Donc j'essaye le costume, on me met en habit, je me fais make-up, après je vais manger. Là, les queens se make-up elles de leur côté le plus rapidement possible, sachant qu'on avait répété aussi une petite chorégraphie avant. D'accord. Et moi, je faisais partie de ceux qui galéraient en talent. Je te cache pas qu'aujourd'hui, ça va mieux, mais je galère toujours un peu. Mais je galère toujours un peu. Et moi, je me souviens être venu à 8h. Le plateau ouvre. À 8h, j'étais déjà sur le runway en train de m'entraîner à faire des allers-retours, parce que j'étais parti dans ma tête de me dire ok, c'est cool, je fais l'émission, je suis plein de paillettes, c'est merveilleux, je m'éclate, mais il y a quand même un concours à gagner et j'ai pas envie d'être celui qui va... Motivax, hein. Ah ouais, moi je suis allé comme un match de rugby. Et j'ai fait mes allers-retours et le soir j'avais rappelé un copain pour dire j'ai besoin de mes talons, je sais pas où ils sont. J'avais repris ces petits talons, mais ils étaient très petits parce que je sais pas porter les talons, donc très petits, donc je les ai réessayés, j'ai reporté, j'ai fait des allers-retours en regardant un épisode d'Absolutement Fabulous, ma femme qui se fout de moi, on se marre, tu vois, tous les deux en rigolant. Et le lendemain, je me lève tôt, je pars tôt, je vais faire mes runways sur le truc, et comme ça, quand les queens arrivent, moi je répète mes trucs. Enfin, j'étais déterminé à gagner. Je voulais qu'on gagne. Et il y a un truc qui s'est passé, et merci Sarah, parce que elle a eu les bonbons. Il y a le stress qui commence à démarrer. En plus, on a été les derniers à passer. Les dernières, pardon, à passer, excusez-moi, les dernières à passer. Et je vois tout le monde passer, et puis je vois les copains qui étaient très sûrs d'eux d'un seul coup se sentir complètement... Ah ouais. Bah, t'as les caméras, on avait quasiment pas croisé Nicky Doll, on n'avait pas du tout vu tout le jury qui était là, on savait juste qu'ils étaient quelque part, tu vois, mais... Ah, tu découvres le monde de la télé. Et là, on arrive sur le runway, on pouffe, caméra, direct, c'est à nous d'y aller, et on fait notre passage, et là, moi, je lâche les chevaux, et là, Sarah me dit... mais oui, c'est ça, tu étais à l'aise. Elle me regarde face à moi, je me souviens, on est tous les deux à l'opposé, elle me regarde, elle me fait « oublie tout ». Et là, boum, on y va, tu vois. Et là, on s'est oublié complètement. Mais j'ai vu ça, je me disais, mais il a fait ça toute sa vie, en fait. Il était tellement à l'aise, mais oui. Mais après, le jeu était super bien indiqué. Elle m'a vraiment donné les bonnes clés. En tant que moi, comédien, la plus grande difficulté d'un comédien, c'est de ne pas forcément avoir les clés ou de ne pas forcément bien les comprendre. Tu vois, moi, il y a des moments où je me suis retrouvé avec des indications. Le metteur en scène me donnait des indications très claires. Mais moi, j'avais des fois du mal à les comprendre. Ce n'est pas forcément des mots qui me parlaient. Donc, il a fallu que je retravaille. Là, sans que ce soit une metteur en scène connue, elle a réussi à trouver des mots simples, efficaces, pour comprendre tout de suite. Où je pouvais mettre ma patte, j'avais ma liberté. Et je me suis dit, on ne vit une aventure comme celle-ci qu'une fois. Et on le vit, et là, je lâche tout. Et c'est pareil aussi dans le fait de parler, parce qu'on parle beaucoup pendant ces 2 jours. C'est vrai, tu te confies, tu es devant des caméras. Tu ne sais pas ce qui va être pris, tu ne sais pas comment ça va être donné. Si ça peut être déformé ou pas. C'est ça. Et moi, je sors de l'expérience avec des paillettes plein les yeux. Je dis à tout le monde, enfin, non, pardon, il faut le dire à personne. Donc je dis aux 2-3 personnes qui savaient que j'étais sur l'émission, parce que là, on a dû se taire à fond pendant 6 mois, ça a été très dur.
Et j'ai dit, je veux faire du drag. J'adore ça, je veux le faire. Et je me suis dit, retiens-toi, parce que tu sais pas ce qui va être projeté, tu sais pas comment ça va être monté, tu sais pas ce qui va se passer. Construis-toi déjà autour de ton métier d'artiste, musicien, comédien, tranquillement, sereinement. Adviendra ce qui adviendra après l'épisode. Et 6 mois après, on se tait, je vais voir des shows de Sarah, j'en profite pour aller la voir. Je recroise Pounani et Rose. Enfin, c'est des gens incroyables, bourrés de talent et d'une sympathie formidable. Sarah est toujours aussi discrète, mais je l'ai vue sur scène, je suis resté wow. Et d'ailleurs, j'ai même vu aussi Ruby on the Nail, qu'on va voir dans la prochaine saison là-bas, que j'ai trouvé extrêmement brillante sur scène, donc j'attends beaucoup de cette saison. On te verra peut-être aussi dans la prochaine saison. Comment On te verra peut-être aussi dans la prochaine saison. Vous verrez, mais non. T'as peut-être pas le droit de le dire. Alors déjà, j'ai pas le droit de le dire, donc vous le saurez pas. Non, mais déjà, vous le saurez pas si c'était le cas, et de toi à moi, non, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, oui, dans mon optique, c'est un jour de pouvoir refouler Drag Race, mais c'est pas mon optique première. Je te expliquerai dans mon déroulé de carrière, dans la mesure où mon optique première, c'est de travailler mon drag, de le développer, à travers aussi le drag, de faire agir mon côté militantiste. C'est beaucoup plus important. Alors la télé aide, parce qu'on l'a bien vu, mon discours à la télé a beaucoup aidé, c'est un discours... Alors est-ce que, pour les gens qui n'ont peut-être pas regardé encore, est-ce que tu peux expliquer quelle est ta vision du drag, quel a été ton discours à toi et quel message tu voulais faire passer? Alors, on m'a surtout posé des questions autour de mes enfants. Là où les copains, on leur posait des questions autour du rugby, on était 2 à avoir des enfants, etc., famille hétéro, basique, etc. Donc on a voulu poser des questions, et pourquoi vous êtes ici? Donc en fait, moi, c'est une réflexion que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Depuis que mon meilleur ami, un ami de toujours, que j'aime très fort, mon Vincent, il le sait, me dit à 15 ans, François, je suis gay. Là, je me prends une claque. 3 mois avant, j'avais un copain du rugby qui m'avait fait une avance, un copain du rugby, tu vois, dans un milieu très ado. Et le copain du rugby, je l'avais pas pris mal, bien au contraire, j'étais flatté, je lui avais dit. Et quand le copain m'a annoncé, donc ce meilleur ami m'annonce son homosexualité, je me sens un peu gêné, je sais pas quoi faire, donc je me retourne tout de suite vers ma mère. Je dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, où je vais. Et je me retrouve un peu en manque de repères. Et je me suis promis pour toujours l'aider. J'ai toujours senti que, j'ai toujours beaucoup d'amour pour lui, et j'avais besoin qu'il se sente aussi bien dans sa vie, tu vois, et je sais que c'était difficile pour lui d'assumer tout ça. Donc je me suis ouvert au milieu. J'ai fait l'effort de m'ouvrir au milieu, alors je ne l'étais pas forcément. Tu vois, moi j'étais assez hétéro-basique, tu vois. Et je me suis ouvert au milieu au fur et à mesure, et j'ai travaillé autour de ça. À 16 ans, 17 ans, j'allais au Marais. Et je rassure tout le monde, je ne me suis jamais fait violer, je ne me suis jamais fait tripoter. Enfin, tout s'est très bien passé, tout va très bien pour ma vie. Non, mais faut déjà on calme un peu les stéréotypes. J'avais 16-17 ans. Bien entendu, moi je retiens toujours, quand tu ne sais pas ce que tu veux, c'est problématique, mais quand tu sais ce que tu veux et que tu es bien avec toi-même, personne ne t'emmerdera, et encore moins dans ce milieu-là. Donc voilà. Donc en fait, dès le début, j'avais cette optique-là de dire je veux comprendre. Je veux comprendre. Et je veux être là, quoi. Et je veux être là, et je veux aider, et je veux aider, mais plus qu'aider, je veux à ma façon militer. Donc j'ai trouvé à travers le rugby inclusif ma façon à moi de militer. Donc j'ai pu militer à travers une passion le rugby. Et vieillissant, là je me rends compte qu'en fait j'ai toujours autant besoin de militer pour les droits de tous. C'est pas les droits des gays ou des trans, c'est les droits de tous. Comment tu milites? En faisant agir ma passion. En faisant agir ma passion, quelles que soient les limites. C'est-à-dire que j'ai pas peur de parler de mon rugby inclusif. J'ai pas peur aujourd'hui de parler de mon drag, qui logiquement, on peut pas le dire autrement, est inclusif. Il inclut tout le monde. Et j'avais besoin de parler de ça. De montrer que, c'est Juliette Binoche qui disait pour le féminisme qu'elle était enfin contente d'entendre les hommes parler, et de parler avec elle, pas pour elle, personne ne parle pour elle, avec elle. Et moi j'ai toujours eu le sentiment de vouloir parler avec eux, parce que ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes cousins, ce sont ceux que j'aime, c'est avec eux que j'ai envie de partager ma vie, et j'ai besoin qu'eux aussi puissent vivre leur vie aussi sereinement que moi je puisse la vivre en fait. Parce que j'ai des avantages clairs et que tout le monde n'a pas. Et voilà, là pour le coup, on est vraiment à la caricature. Je suis un blanc blond aux yeux bleus, hétéro, famille, enfin voilà. Donc on est dans un schéma où moi, j'ai pas d'insécurité, quelle que soit, à part mes propres insécurités, j'ai rien d'autre. Et il fallait que je me batte pour que les autres puissent vivre ça aussi,
qu'il n'est que à penser. Et je trouve ça aussi chouette que du coup tu t'es mariée depuis un certain temps, que ta femme ait compris ça aussi, qu'elle t'ait toujours laissé faire du rugby. On a toujours été dans un environnement comme ça. Ouais. Je veux dire, son parrain à elle est gay aussi. Donc en fait, on a toujours été dans des milieux, elle et moi, tous les deux des milieux artistiques complètement opposés. C'est-à-dire que moi très traditionnel, elle plutôt contemporain. Ouais. Moi c'était plutôt le Louvre, elle c'était Beaubourg, tu vois, s'il faut que j'explique. Mais on a toujours aimé ça, l'art, on a toujours aimé s'amuser. Et quand je suis rentré dans cette équipe de rugby au tout début inclusive, qu'est-ce qu'on a fait la fête, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et tout le monde était le bienvenu, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée de quoi que ce soit, de jugement. Et elle pouvait enfin s'amuser avec tout le monde sans arrière-pensée, sans être jugée, sans être regardée. Mais elle ne faisait pas de rugby. Non, mais elle venait, elle me suivait, etc. Voilà, ouais. Et elle est devenue très proche aussi du club. Super. Voilà. Donc non, elle m'a toujours suivi là-dessus. Et elle m'a dit, en plus de ça, comme une très bonne copine m'avait dit, de toute façon, François, tu as toujours été fait pour ça, tu devrais te lancer. Ouais. L'épisode sort. Je me dis, ok, je vais prendre le temps de bien me lancer, je vais apprendre 2-3 petites choses, je vais me renseigner. C'est un perfectionniste aussi. Je fais mon métier d'artiste, donc je ne veux pas me lancer en étant trop débutant. Ouais. Je veux au moins avoir une base, etc. Et à force d'attendre, j'ai quelques dragues connues et moins connues, mais en tout cas quelques dragues qui sont venues me voir en me disant, mais François, en même temps, on aime les storytelling. Fais vivre aussi ton aventure de drague, aussi bien du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, la fin, je la vois pas tout de suite, je rassure, mais en tout cas, fais vivre ton aventure drague. Montre que tu démarres de rien, que tu vas te merder sur ton make-up et que après tu vas pouvoir ensuite te balader dans les grandes soirées en talons make-up bien fait. Parce que les gens qui te verront en début d'année comme ça, qui te verront à 2 ans, 3 ans après autrement, ne pourront qu'être émerveillés de ton parcours et de tout ce que tu pourras entreprendre. Mais moi, le fait de vouloir être perfectionniste, je me suis retenu au maximum jusqu'au mois d'octobre, où j'ai fait une première apparition, on va dire plutôt shooting photo, avec une petite vidéo pour mêler un peu les deux. La Karen, la Karen, c'est ça, voilà, la vidéo de Karen que j'invite à voir. Mourir de rire, voilà. oui. Et j'ai voulu reprendre Karen parce que Karen, moi j'ai ma cousine qui est aux États-Unis, on en parle souvent, etc. De tous ces trucs comme ça, de la Karen, mais tout ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est des fois monstrueux et clairement la Karen c'est un mouvement assez monstrueux quand même. Ouais, c'est la femme vraiment chiante. Voilà. C'est drôle et en même temps c'est assez flippant. Donc je voulais avoir ce personnage-là. Folle dingue. C'est ça. Et je voulais être artistique, mais je savais que j'avais pas encore les moyens, ni techniques, ni financiers, pour pouvoir représenter ma passion de l'art, parce que je veux aussi que mon drag montre ça. Donc pour l'instant, mon drag, je le développe, non pas vers le côté art, mais parce que de toute façon, le côté artistique, il y est d'une certaine manière avec le make-up, les costumes, etc. Mais art dans le sens tableau. Je rêverais un jour de pouvoir venir, par exemple, à Drag Race France, habillé en Joconde, tu vois, avec le tableau, le cadre derrière, je trouve ça très drôle. Ah ouais, et tu vas travailler là-dessus, autour de ces... de l'art, la peinture, etc. C'est cet univers-là duquel tu viens, qui t'a quand même marqué pas mal. Qui m'a marqué pas mal, donc je voulais travailler là-dessus, et en même temps un côté trash, parce que dans Drag Race France, on avait choisi ensemble avec Sarah Divina Forever, parce que j'étais donc sa fille et drague, parce que c'est elle qui m'a maquillée. C'est qui a choisi le prénom, ça s'est passé comment? En fait, on a trouvé toutes les deux. Elle m'a demandé quelle est ta référence drague, toi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et moi, j'ai pensé à Divine. Divine, c'est une grande pionnière du drag, très trash, peut-être des fois trop, faut quand même le dire, mais qui pour moi, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, que je connais son histoire, c'est quelqu'un qui m'a marqué sans forcément que le drag me marque. Je trouvais que le personnage artistique me marquait énormément. Et donc je lui ai dit, pour moi, c'est Divine. C'est Divine. Et il m'a dit, ok, est-ce que ça te dit Divina Forever? Et moi j'ai dit, bravo, excellente idée, vas-y, let's go. Je te suis à 100%. Et donc, sortie de Drag Race, je peux pas me permettre de reprendre Forever, c'est pas c'est son aventure à Sarah, c'est absolument pas la mienne, etc. Je me suis dit, mais en même temps, j'aime beaucoup Divina, ça me représente. Et je voudrais qu'il y ait un petit côté trash aussi. Donc pour l'instant, le côté trash, j'arrive pas encore à bien le monter, je suis trop occupé. Tu travailles sur ta DA alors. Voilà, c'est ça. Je travaille sur le fait d'être une drague, on va dire, solide en termes de mon make-up, et j'ai encore du boulot, mais ça s'améliore, mais j'ai du boulot. Et au niveau de mes costumes, j'essaie d'avoir un panel de costumes assez riche pour me dire, ok, j'ai une presta là, je peux mettre ça. Tu le fais tout seul, tu travailles avec d'autres personnes, tu fais comment? Alors, j'ai la chance d'avoir rencontré à travers le rugby, un bar qui est aussi inclusif, qui s'appelle le Coq à l'âne,
Et dans ce bar, on y fait aussi bien de la musique, du drag, des soirées diverses et variées. D'ailleurs, j'invite à tout le monde de suivre le programme, parce que c'est vraiment un bar sympa. Bah, je passerai, moi. C'est un bar typiquement parisien. Ouais. Donc, quand tu rentres dedans, tu te dis, bon, basique, petite devanture du côté de la Banque de France, là à Châtelet. Et en fait, quand tu rentres dedans, tu es dans un monde de bienveillance. La déco est extrêmement simple, mais les tableaux sur les murs te montrent que c'est ouvert à tout. J'adore ça, tu vois. C'est artistique, c'est ouvert à tout. Aussi bien tu as Divine en fond derrière le bar, que tu peux avoir des tableaux qui poussent à une réflexion artistique, mais une réflexion aussi inclusive. D'accord. Et moi, j'aime bien ça. Et quand je rentrais dans ce bar, je me sentais à l'aise. J'ai vu des shows drag d'anciens copains du rugby là-bas. Et j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai demandé à un moment donné. Tu l'as découvert ce bar avant ou après? Avant. Mais j'y allais vraiment comme ça pour voir des shows drag, pas du tout. Et comment dire. Et à ce moment-là, je demande à Zaza, la patronne du bar, je lui dis écoute, ma Zaza, est-ce que je peux rejoindre votre équipe de coquettes sur une soirée? J'aimerais bien me lancer et j'aimerais bien apprendre. Et donc je me suis lancé et tout doucement, avec des petites idées, j'ai essayé de travailler là-dessus, j'ai essayé d'être la plus discrète possible parce que dans ces milieux-là, quel que soit le niveau de la drague, il y a quand même une certaine maîtrise qui est demandée que j'avais absolument pas, donc je les ai beaucoup regardés, beaucoup admirés. Je les admirais déjà avant. Bon, là, j'étais au cœur de leur truc, j'étais flippé. J'avais regardé des vidéos de Cam Hughes pour le make-up parce qu'elles sont incroyables ces vidéos. Elles sont dingues, donc j'avais regardé ça à fond. Je me suis dit, ok, j'arrive avec le make-up en bas, toute seule dans la cuisine, avec les 2-3 copines qui se maquillent, mais toutes concentrées parce qu'au début, pour aller vite, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut se concentrer. Et je me dis par où je commence, qu'est-ce que je fais et au fur et à mesure, tu fais ton truc. Tu as 2-3 conseils envoyés par les filles. Elles te disent si ton trait est bien placé, pas bien placé. Tu as des petits miroirs, tu essaies de t'en sortir et à la fin, tu sors un truc. Et je remercie d'ailleurs le Coq à l'âne toujours parce que c'est elles qui m'ont permis d'aujourd'hui d'exister. C'est-à-dire que moi je pense que mon drag, si j'étais toute seule chez moi, c'est très compliqué d'ailleurs pour les drags en général, de ne pas avoir de lieu quotidien sur lequel s'expérimenter, sur lequel travailler. Bah ouais, et puis des gens qui te poussent, qui te... Parce que ça peut être un peu flippant de travailler avec des gens plus doués que toi quand tu débutes. Mais d'un autre côté, c'est ça qui te porte aussi, tu vois. Moi, je suis admiratif. Je suis admiratif. Et le but, c'était pas d'être meilleur qu'elle ou quoi que ce soit. Le but, c'est de partager le même monde qu'elle. Moi, c'était ça. C'est d'avoir le niveau assez pour pouvoir partager avec elle leur passion. Oui, puis un truc qui te satisfasse toi et dans lequel tu puisses t'exprimer et te sentir toi, que ta version de toi-même elle te plaise, quoi. Ah, c'est ça. Donc là, maintenant, je fais une fois par mois le Coq à l'âne, tant qu'elles acceptent. Et je leur remercie beaucoup parce que voilà. C'est quand la prochaine? La prochaine, c'est le 31 mai. 31 mai, la thématique, ça va être les dessins animés. Les dessins animés, mais moi, j'ai trouvé mon costume, je ne dis pas plus. Non, ne me dirai et j'essaye d'apporter à la coquette pas que du lip sync, parce que le lip sync, j'aime pas parce que c'est pas bien au contraire, mais parce que je ne sais pas faire du lip sync. D'accord. C'est un monde artistique tellement, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il faut s'approprier le morceau. Moi j'applaudis les queens qui font ça parce que quand moi je le fais, en plus moi j'ai l'habitude de prendre part au texte, tu vois, de le dire, de le parler. Quand tu le parles, quand tu le dis, ou quand tu le chantes, ou quand tu le joues, tu mets ta patte dedans. Je suis un peu comme toi, j'ai beaucoup de mal à faire des covers plutôt que de chanter mes vraies chansons et t'as l'impression que quand ça vient pas de toi, quand c'est pas toi qui l'as créé, mais tu pourrais faire un lip sync sur des chansons que tu crées aussi. Alors oui. Parce que t'es compositeur de musique. Compositeur de musique. Des sons électroniques. J'ai un peu calmé le jeu pour l'instant, parce que justement on peut pas faire tout, je peux pas tout faire. Il y a plein de projets, donc là j'accompagne une amie musicienne, une amie chanteuse sur son projet, mais je limite à fond parce que j'ai besoin de me concentrer vraiment sur ma gueule enfin, c'est qu'on va dire sur ça. Attends. Donc voilà, donc pour l'instant là-dessus, là je vais par exemple là tu vois sur le prochain, je vais essayer de chanter sur un morceau, donc cette fois-ci je vais essayer d'y mettre ma patte. Il y a une autre soirée drague, j'avais essayé de faire une petite scène de théâtre. Je suis papa de 2 enfants. Oui, c'est donc c'est prenant et il faut aussi accorder du temps à ses enfants.
Si comment dire, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler de mes enfants à la télé, c'était pas qu'un effet de télé. Ouais. C'est aussi mon rôle de papa que de les accompagner au mieux. Donc oui, il y a ce temps télé, il y a ce temps réseau, mais il y a aussi ce temps famille. Ouais. Et ce temps famille, il est sacré. Il est sacré. Et comment est-ce que tes enfants, donc est-ce que tu leur as montré, est-ce qu'ils ont vu les vidéos de toi dans Drag Race Alors, ils ont vu les vidéos. Ouais. Le plus grand, il était mitigé. Le deuxième, il n'a pas trop compris, c'est marré. Le plus grand, il a quel âge Maintenant, il a 8 ans. 8 ans, ouais. Donc lui, là, il comprend très bien. C'est marrant parce que maintenant, il prend ma caisse de costumes et de perruques. Ouais. Et tu vois, à un moment, j'étais pas là parce que j'étais sur une presta. Et ma femme me disait, elle a filmé, on les voit défiler. Avec les costumes, ils s'amusent aussi bien en pirate qu'en Stormtrooper de Star Wars, que juste après, ils mettent une perruque pour s'habiller en Chantal. Tu vois, voilà, et en fait, mais c'est ça que ça doit représenter, tu vois. Et pourquoi tu dis qu'il est mitigé Mitigé au début parce que j'ai eu, comme dirait Warhol, mon quart d'heure de gloire. C'est-à-dire que au moment où l'épisode est passé, après, pendant 15 jours, j'étais seul avec les enfants. Et pendant que ma femme reprenait le boulot, et je les gérais, je les emmenais en vacances. Dans Paris, on se baladait. Et là, dans Paris, je me suis fait aborder. Dans la rue, je me faisais aborder. Donc c'était un temps. Ah oui, d'accord, on te reconnaissait. On me reconnaissait, ouais. Surtout qu'on m'a connu sans le make-up. On m'a vraiment. Ouais, on t'a bien vu. Il y a un extrait qu'on a passé sur les réseaux où je parle, etc. Je m'attendais pas à ça. Je me suis fait autant détester sur les réseaux que ça, on n'en parlera même pas. C'est inutile. Ça, mais c'est violent, ouais. Ça a été violent, mais ça a été dur, mais je l'ai. Tu l'as vite. Ouais. C'est normal, oui, puis puis en France, on n'est quand même pas aussi ouvert qu'aux États-Unis sur ce genre de choses. Tout dépend. Aux États-Unis, comme les États-Unis, c'est grand. Tu vois, en effet, la famille inclusive est beaucoup plus grande qu'en France. Parce qu'une famille inclusive est immense là-bas. Enfin, on est sur des proportions qui sont 5 fois, 6 fois plus grandes. Donc en effet, avant de voir des haters aux États-Unis, quand tu es dans cet environnement-là, tu as intérêt à en passer des couches et des couches, tu vois. Alors qu'en France, tout est plus petit. Donc tu arrives très vite confronté à des gens qui vont être contre toi. Alors pourtant, ils sont pas forcément plus nombreux qu'aux États-Unis. Mais c'est juste que la frontière est plus mince. Et oui, mais après, ça m'a pas choqué. C'est ce que je disais, ce sont leurs problèmes. Oui. En fait, ce sont des gens qui sont qui parce que tu représentes, en fait, tu leur projettes leur propre peur. Et c'est leur peur qui interagit et non pas. Donc je leur en veux absolument pas. C'est juste par peur. Et même celui qui me dira, lui, il a trop ramassé de savonnette dans les vestiaires. J'ai envie de dire, c'est ta peur. T'inquiète pas, mon loulou, tout va bien se passer. J'ai envie de dire, t'inquiète pas, moi ça va. Moi ça va de mon côté. Si toi ça va pas, écoute, essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Mais ça a joué aussi dans le fait que tu t'es dit, je vais peut-être pas en sortir d'autre tout de suite pour te protéger un peu ou pas du tout. Non, c'est surtout que j'ai intérêt à maîtriser mon discours. J'ai intérêt à maîtriser pas mon discours dans le fait de parler comme là je le fais avec toi, mais j'ai intérêt à maîtriser mon discours visuel. J'ai intérêt à maîtriser mon drag, j'ai intérêt à maîtriser parce que, ne serait-ce que par respect pour les drags qui étaient dans l'émission, qui se sont battus, qui se sont donné corps et âme pour le truc. Pour celles qui ne sont pas dans l'émission et qui sont beaucoup plus nombreuses et qui sont d'un talent tout incroyable. Je pense à Itsublu, je pense à Lula Straga qui va apparaître aussi dans la saison 3, qui est aussi incroyable et brillante. Je pense à la Queen Una, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont des drag queens extrêmement talentueuses, extrêmement brillantes. Et ne serait-ce que par respect pour elles, je ne peux pas me permettre d'arriver et de dire bon, j'ai eu un super discours dans une émission, tout le monde m'a bien vu, ok, maintenant moi aussi je fais du drag et puis j'ai un œil plus gros que l'autre, enfin tu vois, rien ne va et pour moi c'est ça le drag. Non, moi le drag ce sont des artistes et si à un moment donné je veux me sentir pas à leur égal, mais en tout cas parler leur discours, il va falloir qu'à un moment donné je maîtrise aussi ces codes-là. Donc t'as ce moment un peu violent, justement un peu les paillettes quand on te reconnaît. Les paillettes, on me connaît dans la rue, et puis à un moment donné je prends un café, tout le monde est super bienveillant, personne n'ose trop m'aborder, et là je vois mon fils qui à la fin me regarde à la fin de la journée, où j'ai été abordé 3 fois dans la journée, et même dans le RER. C'est cool, ça a duré 2 semaines, c'est pour ça que je dis le quart d'heure de gloire, ça a vraiment duré que 2 semaines. Au bout de 2 semaines il s'est quasiment rien passé. Le président de notre club nous appelait tous les jours, ça va, vous gérez bien les gars, parce qu'il n'y avait pas que moi, on était plusieurs à vivre ça. Et là, mon fils m'a dit c'est un peu saoulant. Il voulait du temps pour son papa, avec son papa. Tu vois, il voulait pas forcément. te partager, oui. C'est ça. Donc voilà, mais là aujourd'hui c'est très bien vécu. Moi bien, même mes parents qui ont du mal à assumer le truc, pour eux ça les échappe complètement. Et puis ils sont encore sur comme dit ma mère, j'ai du mal à l'assumer parce que je suis encore sur des codes où le drag c'est une créature étrange, trop étrange pour être comprise. Ça c'était les codes dans les années 80. Tu vois, où d'ailleurs c'est RuPaul qui en parle très bien à travers tout son parcours, aussi bien ce qu'elle dit dans les émissions de Drag Race, mais aussi bien dans sa série qu'elle avait sortie. Elle montre un petit peu toute cette facette-là de toutes ces drags des années 80
qui se sont retrouvés là-dedans pour différentes raisons, aussi bien pour... Enfin, je ne vais pas parler à leur place, je ne vais rien dire, mais voilà, qui se sont retrouvés là-dedans pour différentes raisons, qui étaient souvent en dehors de la société. On le voit, elles étaient dans les caravanes. Et tu me parlais de tes parents, du coup, eux, ils sont ils voyaient ça ou ils voient ça eux, ils voyaient ça comme ça. Ils s'imaginaient que il y avait quelque chose qui n'allait pas. François, tu as quelque chose à nous dire, tu vois, aussi basique que les haters que j'avais sur les réseaux sociaux, tu vois. Et j'aurais dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais, ok. Vous avez peur, mais c'est normal d'avoir peur. Donc ça les a rassurés, voilà. ils ont vu que tu étais bien et en fait ils t'ont pas emmerdé plus que ça. Non, et ça se passe toujours bien avec tes parents. Ça se passe toujours bien parce que c'est eux qui me gardent les enfants. Parce qu'aujourd'hui j'ai Oui, une activité folle. Non mais j'ai une activité folle et quand tu vois, tu sors d'un show drag et t'arrives, tu rentres dans la maison, t'as encore ton make-up parce que t'as pas voulu te démaquiller, tes perles, etc. et ta mère te voit, elle fait ah ça va mon chéri, tu vas te regarder comme ça. Mais ils en font pas tout un pataquès. Parce qu'ils savent très bien que j'élève très bien mes enfants, que eux, c'est tout ce qu'ils veulent voir en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi tes projets, tes rêves là pour l'avenir? Parce que tu me disais que, moi j'ai entendu, ça m'a bien... c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde, hein. J'espère que tu vas te représenter dans la prochaine saison. Et finalement, tu me dis que t'as peut-être pas trop envie tout de suite ou c'est pas ta finalité. Dis-moi tout. Alors, donc certaines drags m'ont dit qu'à un moment donné, fallait assumer aussi le message que je portais. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Aujourd'hui, la France bouge, la France change, et souvent assumer les gens dans quel sens? assumer, c'est-à-dire assumer l'inclusivité, le fait d'en parler à ses enfants librement, le fait de dire que j'ai transmis un message. Mais ça, tu l'as fait déjà. Ça, je l'ai fait, mais d'assumer l'après. C'est-à-dire qu'en fait, d'assumer l'après, c'est-à-dire en gros, ne tarde pas à faire du drag, ne tarde pas à montrer au-delà du simple discours, montrer les actes aussi. On t'attend là-dessus. Et c'était très compliqué pour moi parce que je voulais le faire, mais en étant sûr de mon drag. Or, non, François, non, ce qu'on veut, c'est que tu y ailles à fond, que tu lâches un peu, encore une fois, lâcher la bride, toujours ce problème de lâcher la bride, c'est un problème courant chez les artistes, hein, lâcher la bride pour assumer pleinement qui tu es. C'est ça. Et c'est se dire qu'au début, ça va peut-être pas être la version finale. Aussi, dis-toi qu'il n'y a pas de version finale parce que les versions, enfin, tu vas évoluer, tu auras peut-être, tu vois. Tu le sais, comme dans la musique, oui, on évolue. Voilà, tout ce qu'on fait, ce sera toujours mieux demain. Et puis, il faut mieux, enfin, de toute façon, un tableau, quand tu le commences, ça part un peu dans tous les sens jusqu'à ce que l'œuvre soit finie, tu le sais. Ouais, c'est ça. Donc ça va être pareil pour toi, il faut que tu te lances, c'est sûr. Parce que moi, je veux plus de vidéos, en fait. Je veux plus de Divina sur ta page Instagram et même sur TikTok et partout, d'ailleurs. C'est prévu. J'avais fait une superbe tenue version pas Warhol, version Basquiat. J'avais fait moi-même, etc. Elle est super. Je t'avoue, j'ai tout déchiré pour la faire. Et je voulais faire un shooting photo derrière avec petits trucs, petites vidéos, pas forcément sketch, mais tu vois, une petite vidéo qui lit toujours la photo. Et le problème, c'est le temps. Entre les enfants, le boulot d'artiste, là tu vois, j'ai enchaîné 2 sets de DJ la semaine dernière, plus certains cours que je finis tard de musique, parce que je suis prof de piano, tu vois. Tout réuni, je vois pas mes enfants, donc en fait, si je commence à engager aussi ça, les shootings photos, je les fais le soir, tu vois, là où les gens sont disponibles. C'est quoi les autres activités que tu as à côté alors moi, je donne qui sont non rémunérées, les autres activités non rémunérées que tu as à côté? Alors non rémunérées, donc je continue le rugby, mais voilà. Ça c'est important. Ça c'est important. Aujourd'hui, le drag n'est pas rémunéré pour moi. Je drag, sais. voilà, même quand ceux qui maîtrisent à mort, c'est souvent pas... Non. Ouais. Et d'ailleurs, je pense fort à elle parce que moi, comme je disais, j'ai la chance de pouvoir me produire une fois par mois. Mais à tous ceux qui ne peuvent pas trouver de lieu, c'est des remises en question perpétuelles. Moi, je le vois, hein, c'est des remises en question perpétuelles. Voilà. Sans oublier qu'encore une fois, moi, je suis dans un cadre où plutôt bienveillant. J'ai eu mon lot d'insultes, j'ai eu mon lot de ça, mais ce ne sera jamais... autant que ce qu'a pu vivre des copines drag qui se sont battues aussi bien drag king que drag queen tu vois, pour leurs propres droits, etc. Donc on est bien loin de tout ça. Donc quand je vois ce que moi je ressens, ce que je vis, je suis tout cœur avec celles qui justement attendent tous les 2-3 mois que potentiellement il y ait peut-être un contrat qui tombe et puis d'un seul coup ça va tomber pendant 2-3 semaines puis après plus rien, tu vois, le métier. T'as ça à côté, t'as le rugby. Voilà, le rugby, et puis après j'ai ma vie de famille, et puis après dans tout ce qui est rémunéré, je vais te dire, je donne des cours de piano, je fais DJ, je suis graphiste, parce que j'ai besoin aussi, je suis graphiste pour des associations, donc comédien,
Bon, là, c'est un peu calme en ce moment parce que j'ai terminé ma tournée, mais jusqu'à fin mars, j'étais dessus. Donc, compositeur, ça, c'est non rémunéré là, actuellement. Et voilà, s'il faut le compter. Mais bon, moi, quand je prends ce temps-là en tant qu'intermittent, je le compte aussi dans mon intermittence. Donc, voilà, pour moi, c'est du temps travaillé. Je ne veux plus le penser comme du temps non rémunéré d'une certaine manière. Non, bien sûr, mais peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il va peut-être falloir plus privilégier une activité qu'une autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lance à fond dans le drag. Ouais, c'est pour ça que je me lance à fond dans le drag. Et là, prochainement, je vais avoir une date. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir l'épisode, mais en tout cas, j'ai une date sur laquelle je vais essayer de tout donner. C'est pas grand-chose sur mon temps d'apparition, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez unique. Je fais un set DJ de 2 heures, comment dire, pour le TIP. Le TIP, c'est le Tournoi international de Paris. C'est des copains que j'ai toujours connus depuis que je suis chez les Gaillards et après les Coqs. C'est des copains de toujours. Arnaud, qui est le président du TIP, ce tournoi international de Paris, m'a demandé de faire DJ pour la soirée de clôture de ce tournoi, qui va réunir sur cette soirée, pour l'instant en tout cas, 2700 personnes en 2008. Et ça va se passer au Dôme de Paris le 19 mai. Donc un gros truc. Et il m'a demandé d'apparaître en tant que Divina. Donc génial. je vais apparaître, truc DJ, comme je fais du DJ, etc. On va mélanger les deux et on va essayer de se marier. Donc ça va être ma première, on va dire, grosse apparition. Je suis trop contente pour toi. Il va falloir que tu filmes ça. Ah bah t'inquiète pas, c'est prévu. Je vais avoir pas ma petite équipe, mais je vais avoir en tout cas la personne la plus essentielle pour l'instant, en tout cas la plus essentielle à ma vie, qui va être là et qui va m'accompagner et qui va, je lui ai dit, tu vas filmer. Et il y a des copains aussi qui vont être là dans le public, qui vont aussi filmer. Donc non, ça va être un bel événement. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de venir. Le TIP, c'est le tournoi international de Paris. Ah, il y a encore des places et tout, on peut venir. Ouais, vous pouvez venir, c'est au Dôme de Paris. Et le tournoi international de Paris, ça rassemble tous les sports FSGL. FSGL, c'est la Fédération sportive gay lesbien. Trans, enfin tout, l'inclusivité. Voilà. C'est la Fédération sportive d'inclusivité de Paris et ils organisent une fois par an un tournoi de TIP, Tournoi international de Paris. Donc ça rassemble aussi bien la boxe, la natation, la lutte, la course à pied. Et tout ce petit monde va se retrouver de toute l'Europe entière sur une grosse soirée à Paris. Et donc là, cette soirée qui va clôturer tout ça, ça va être génial. Donc je vais me retrouver là, ça va être mon premier gros step, on va dire, en tant que drague là-dessus. Mais j'ai prévu l'introduction et tout, avec des gros brins, veuillez accueillir la princesse de tous vos rêves. Enfin voilà, je vais parler là-dessus. Mais voilà, et puis je vais continuer aussi toujours le drague. Moi, je ne veux pas lâcher le drague au coq à l'âne. Pourquoi ? Parce que justement, au coq à l'âne, j'avais pas fini de développer ça. Ce qui était très important pour moi, c'est que j'y ai découvert réellement, le drag est né comme ça. C'est un bar où c'est tranchant. C'est-à-dire que c'est extrêmement bienveillant, mais la scène que tu as est très tranchante. C'est-à-dire que les gens sont là, il n'y a pas de barrière entre toi et les gens. Il y a une petite scène, mais tu es tout de suite dans le public. Les gens, chacun est très différent et attendent de toi quelque chose que tu dois leur donner. C'est-à-dire soit d'être très féminine parce qu'ils veulent que tu sois très féminine, soit d'être très spectacle parce qu'ils attendent du spectacle. Donc chaque personne veut voir ça et il faut essayer de retrouver tout le monde là-dedans et de rassembler tout le monde là-dedans. Donc en fait, c'est très dur. C'est très éprouvant. Je ne pensais pas le dire, pourtant j'ai fait des scènes. J'ai joué déjà devant plusieurs centaines de personnes. Il y a beaucoup d'attentes, quoi. Et là, voilà, là tu joues devant 50, 100 personnes, mais c'est extrêmement tendu. Et je retrouve ce que j'ai toujours pensé des origines du drag. Tu retrouves ces origines du drag de ces non-frontières avec le public. Enfin, moi, c'est ce qui me parle. C'est-à-dire qu'on te dit quand c'est un truc qu'on n'aime pas, le public il va te le dire, ou il va te charrier, dire, etc. Ou juste après le show ou juste avant, bon, écoute, voilà, va y avoir des petites remarques, des choses comme ça. Donc, t'es à nu devant un public. Challengé en permanence. Exactement, chercher le mot, c'est ça. T'es challengé en permanence. Et ça, le coq à l'âne me permet de le faire. Ça te permet d'avancer, Et c'est en dehors de toutes les paillettes. Donc c'est en plus de ça, c'est t'as la vérité brutale, mais au moins ça te fait avancer. Ah bah ouais, mais c'est sain. Quand tu veux bosser vraiment les choses, c'est sain. Et les drags qui sont là-dedans, elles sont incroyables. Toutes, elles sont incroyables parce qu'elles se renouvellent chaque mois avec une thématique différente. On reste dans de l'amateur, mais de l'amateur très professionnel. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, elles veulent être amatrices et rester amatrices dans leur drague. Et en même temps, elles sont là pour te proposer des shows des fois, mais qui sont alors comme ça change tous les mois, ça varie, mais de manière générale. Et puis ça fait des années que ça dure. Donc maintenant, elles commencent à acquérir un certain métier. Enfin, donc là, tu vois, moi, je lâcherai. Enfin, tant qu'elle m'accueille, en tout cas au coq à l'âne, je ne lâcherai jamais le coq à l'âne. Et tu me disais, non, tu ne devrais pas le faire ailleurs, en plus. Oui, je rêverais de faire les scènes qui sont proposées. Je rêverais d'aller à la Blue Velvet,
C'est des grosses scènes drag qui passent à Paris. Il y a la Blue Velvet, il y a aussi Uta Valentine qui fait ses soirées qui sont aussi incroyables. Je vais certainement en oublier, donc je vais pas trop toutes les citer parce que j'ai oublié, mais il y en a énormément. Et je rêverais de pouvoir accompagner toutes ces queens incroyables, mais comme à mon habitude, je m'en sens en tout cas, et ça c'est normal, pas pour l'instant les armes pour. Et le jour où j'aurai les armes pour, je n'hésiterai pas à les voir et leur dire voilà, j'ai un vrai show, j'ai un vrai spectacle. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus nombreuses sur le terrain. Donc ça, voilà. Et puis en attendant, rien ne t'empêche de te montrer sur les réseaux et de faire ton chemin. C'est ce que je dis à des drags qui viennent me parler, qui naissent un peu, et je leur dis présentez-vous sur les réseaux, faites des shootings photos. Et en plus, vous avez le temps, vous n'avez pas les impératifs que je peux avoir moi avec ma famille, tu vois. Donc profitez de cette liberté de faire ça, quoi. C'est ça. Parce que c'est incroyable. Et on l'a vu, Pounani et Rose, ce sont des queens de réseau. Elles ont marché sur les réseaux parce qu'elles sont très talentueuses en comédie, etc. Donc, toi aussi, j'ai découvert un aspect humoristique que je ne te connaissais pas, en fait. Oui, mais... Ah, mais tu m'as fait beaucoup rire. T'as un vrai talent dans l'humour. C'est ça qu'il faut que tu développes aussi beaucoup, et ça t'empêche pas d'être trash. Mais t'as un talent dans l'humour, ça c'est indéniable. C'est pour ça que je vais essayer de travailler là-dessus. Mais voilà, donc en gros, là, pour l'instant, on est vraiment là-dessus. Donc pourquoi Drag Race, c'est pas une finalité. En fait, si je veux promulguer le discours de l'inclusivité et me battre pour ça, oui, j'irai. Et c'est pour ça que si je vais postuler à Drag Race, ce sera pour ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui va définir mon drag. Je n'attends pas Drag Race pour définir mon drag. Bien sûr. Mon drag sera défini, je l'espère, avant. Et donc tu t'es pas inscrit dans la saison 3 ? Non. Enfin, dans la saison, pas 3, mais la prochaine saison, quoi. Ça, on verra. Comment ? On verra ça. On verra. Si je le fais, je vais bien le faire. C'est septembre-octobre. D'accord. Donc déjà... Donc ça veut dire que ce septembre-octobre-là, parce que toi c'était en août 2023 que t'es passé, donc les inscriptions étaient en septembre, donc tu t'es pas inscrit. On s'était dit, puis j'avais dit à Nicky Doll, ça fait un peu charade quand même. Ouais, tu t'es dit, je me sens pas prêt. Ça fait un peu charade quand même. Voilà. Mais au niveau du... Et puis après, attention... Le septembre prochain, tu seras peut-être prêt. Alors, ce sera pas moi de le juger, ce sera la prod. Mais en tout cas, je ferai en sorte de pouvoir proposer quelque chose sur lequel je pourrais être prêt. Après, je le fais pas avec cette finalité-là. Moi, je continuerai mon drag avant, après, pendant. J'ai aucun souci là-dessus. C'est pas. Enfin voilà, si je fais Drag Race, c'est pour proposer un message. Pas présenter que mon art, mais aussi proposer un message et toujours dans cette idée que on est aussi là et c'est important. Et là aujourd'hui, je l'ai vu quand je suis passé à l'émission, j'ai vu l'importance de ce type de propos. Et il faut qu'on les ait, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à l'avoir. Ces propos extrêmement inclusifs et sans avoir à justifier de qui on est. Ou en tout cas de savoir ce qu'on a à dire. Et ça, c'est le plus important. Donc moi, je sais aujourd'hui ce que j'ai à dire. Je ne savais pas comment le défendre avec tout ce qui se passait dans ma vie en ce moment. Aujourd'hui, ça se défend très bien. Je le fais dans mon petit microcosme de Parisien en étant drague. Ça parle, les gens me reconnaissent un petit peu, quand je fais la coquette. De temps en temps, t'as des gens qui me disent, mais alors pourtant je suis grimée en drague, mais tu t'es pas déjà vu quelque part? Ah mais oui, t'étais là. Donc, et ça permet de faire un petit écho, et ça permet aux gens de dire, ah bah oui, c'est vrai, le drag, c'est inclusif, c'est pas des monstres, c'est pas des créatures trop étranges. Tu m'as dit les tableaux, la peinture. Quoi d'autre s'inspire? Je suis inspiré par l'histoire. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse, pas forcément l'histoire de l'art, mais l'histoire. L'histoire en général. L'histoire en général. J'ai un personnage très fort qui me parle et je rêverais de sortir, mais là, je donnerais les moyens qu'il faut, aussi bien financiers que physiques, au niveau du jeu, au niveau de tout ça, pour un jour pouvoir représenter, et même à la télé ou ce que tu veux, ce personnage. Je n'en parle pas parce que je ne veux pas qu'on me pique. Non. Non, mais c'est une femme célèbre, historique, et je rêverais de représenter, et avec un costume incroyable. Donc en fait, tu vois, c'est des personnages historiques. Tu vois, ce qui m'intéresse là dans mon drag, c'est j'aimerais bien aussi ressoulever toutes ces facettes, de se dire que le combat de l'inclusivité. L'inclusivité aussi bien du féminisme, tout ça, il s'est passé, mais déjà depuis, même au Moyen-Âge, il se passait. On l'a bien vu, d'ailleurs, le dernier duel, un film de Ridley Scott, montre les premiers pas du féminisme. Non, cette femme-là, la pauvre, elle a douillé, mais c'est l'histoire d'une femme qui se fait violer par un autre seigneur à l'époque médiévale, et il y a eu un grand procès avec l'église derrière, parce qu'on sait qu'à l'époque du médiéval, donc ça a été fait en film avec plein d'erreurs historiques, mais le thème était là, le combat était là, donc les grandes idées étaient là, c'est ça qu'on veut ressentir dans cette histoire, et c'est en ça que ce film est assez impressionnant, et ça me parle, et on parle de ces féminismes
ces femmes qui se sont battues Ouais. à ces périodes-là, dans des moments où il n'y avait quasiment pas de place pour elles. Ouais, c'est vrai. Elles arrivaient à trouver une place pour elles. Elles arrivaient à jouer, à manipuler justement les hommes pour trouver un petit peu cette place. Pas les manipuler mauvaisement, bien au contraire, Non, mais pour à pouvoir essayer de se exister. faire leur place. Bah ouais, Exactement. bien sûr. Ouais. Et ça, c'est formidable. Et moi, je veux pouvoir parler de toutes ces femmes qui ont fait l'histoire. Je parle du Moyen-Âge, mais je te parle aussi de la Grèce antique. Ouais. Je te parle de toutes ces... Même Néfertiti, on peut aller très loin, tu vois, on peut aller jusqu'à ces déesses égyptiennes, tout ce que représente, tout ce que la femme représente dans notre histoire. La femme, c'est quand même, pour nous, c'est le berceau de l'humanité. Gaïa, c'est la Terre, c'est féminin. Alors certes, bien entendu, son mari venait du cosmos, mais c'est un lien entre les deux. Ouais. Et aujourd'hui, on avait Il y a des drag queens qui s'appellent Gaïa. Je pense oui, il y a des drag queens qui s'appellent Gaïa. Je pense oui, ça me dit quelque chose. Mais tu vois, moi, c'est ce rapport-là. Et moi, je veux revenir à ce rapport. Ouais. Moi, ce qui m'inspire énormément, c'est ce rapport, pas qu'à la nature, mais à la terre. Et en fait, je sais où je pose mes pieds. Et je sais à qui je dois aujourd'hui le fait de pouvoir marcher, de pouvoir vivre, de pouvoir être ce qu'on est. Donc là, tu fais une grande philosophie extrêmement large. Mais c'est ton... Mais c'est mon leitmotiv de base et sur ça, je vais, boum, m'explorer. Je comprends très bien. Pour montrer que, et aussi pour montrer que nos idées nouvelles ne sont pas si nouvelles, elles se sont déjà implantées dans la tête des gens depuis déjà des centaines d'années. Et à l'inverse, que certains crimes abominables ont été faits il y a des fois 50 ans, et que 50 ans, c'est rien dans une vie. Et est-ce que tu as gardé contact avec Sarah Forever et des queens de l'émission? Est-ce que tu les revends dehors? Non, je ne les revois pas, je les croise. Ouais. Je peux croiser certaines, mais je ne les vois pas en dehors. Pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas du même milieu de base. Tu vois, on n'est pas. Et puis qu'après Drag Race, faut quand même imaginer, quand moi j'ai vécu 2 semaines de ce qu'elles vivent elles encore aujourd'hui, tu vois. Donc il faut gérer sa carrière, faut gérer, c'est un tremplin pour elles. Bien sûr. Incroyable. Donc franchement, on a sorti d'une émission pareille, on a tous d'autres choses à faire. C'est Et clairement, moi je suis le cadet des soucis de qui que ce soit. Donc non, moi mon but c'était, je lui ai juste averti que je me lançais en drag, il m'a envoyé un petit mot pour me dire bravo et j'espère que tu t'y retrouveras là-dedans et c'est super. Et point, voilà. Et c'est très bien et ça suffit. C'est déjà super d'avoir un encouragement de quelqu'un comme ça. Surtout quelqu'un aussi talentueuse qu'elle, tu vois. Mais voilà, en tout cas dans ce milieu du drag, j'espère pouvoir un jour avoir une place pleine et assurée et au même niveau que toutes ces grands talents. Aussi, j'espère aussi que ce sera aussi un tremplin pour toi et que tu viendras préparer et qu'entre-temps tu ne vas pas te mettre trop de pression non plus parce que... Non, il faut pouvoir vivre. Bah oui. Il faut pouvoir vivre pleinement son art et en effet, comme tu dis, pas trop de pression parce qu'à un moment donné, il faut faire les choses. Mais j'aurais pas fait la coquette, tu vois, si j'avais trop attendu. Donc ça y est, j'ai compris. Donc là maintenant, je le fais. Quitte à ce que certains moments, c'est dur. C'est quand tu as le thème et puis d'un seul coup, tu as 2 semaines pour faire ton costume et tu te batailles pour trouver les idées, pour pas que ça coûte trop cher, pour pas que... C'est toutes ces choses. Donc là, ça y est. Là, tu sens que tu es devenue une drag queen quand tu te retrouves dans ces problématiques. C'est bien que tu sois entourée, que tu aies ta petite équipe, que tu connaisses des vidéastes, des gens qui sont dans la mode, ou que sais-je, qui puissent t'accompagner et t'aider, ça c'est génial, parce que c'est la base. Il faut, et, la base. Et d'ailleurs, les drags représentent ça. Elles représentent une équipe. Tu vois, il y a un super concours qui s'appelle la Drag Me Up à Paris, et je suis un petit peu tout ça, et quand les drags se représentent aussi bien King que Queen, ils se représentent sur scène, mais derrière c'est toute une équipe. Bien sûr. C'est toute une équipe. Et c'est incroyable de voir tout ça, et de voir tout ce qui gravite autour. Donc voilà, j'invite à aller fouiller un peu plus pour ceux et celles qui ne le font pas, qui ne l'ont pas encore fait, d'aller un peu voir tout ce monde de talents. Je pense que chacun pourrait y trouver pour son goût. C'est ça qui est très bien. Et sur ces belles paroles, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à suivre Divina sur les réseaux, Francis Knight / Divina sur les réseaux. Je vous mettrai tout. Et puis dans le montage, tu sais, je mettrai tes musiques là, tu me donneras la musique que tu aimerais bien, la musique à toi. Elles sont spé, hein, mais oui, ça va. Mais tu sais, ça te ressemble et puis j'aimerais bien, c'est important. Ça aussi, ce sera une autre part aussi. Le jour où j'aurai assumé mon drag un peu plus certain, je développerai ma musique avec. Tu vois, à fond. Et puis tu m'enverras aussi. J'ai vu que sur Insta, je l'ai mis dans mes saves, tu as mis ton passage assez émouvant de quand tu parles de ton message, etc. sur une de tes musiques. Où je fais la présentation, où il y a des petits trucs qui arrivent et puis on entend ma voix. Et puis on entend la musique, c'est ta musique, la musique, ça. Oui, c'est la musique. Voilà. Et ça, je trouve que ça ferait une belle intro à cette vidéo. Ah bah ouais, tu vois. Allez, bye bye les amis. Bye. Ciao.